Du coup, bienvenue à l'école Novagora. C'est une école démocratique qui a ouvert en octobre, donc ça fait pas longtemps. Je vous propose de ne pas vous en dire trop là maintenant, mais de peut-être d'identifier les personnes qui font partie de l'école pour qu'après, dans l'informel, vous puissiez venir vers nous, poser toutes vos questions. Donc Lise et moi, on fait partie de l'équipe fondatrice. On était 7 personnes. Et les autres seront là, par exemple, cet après-midi, quand il y a les stands, et puis aux autres conférences. Voilà, et sinon, on a des membres de l'école et des parents. Avancez, venez. Fred, Judith, Juliette qui sont des parents, Ambre, Althea, Anaël qui sont des membres de l'école. Voilà, donc on est disponible pour toutes vos questions après, et toute la journée, et demain aussi, parce qu'il y a le brunch de demain qui se passe ici. Voilà, le brunch et le repas d'aujourd'hui préparé par Lise. Et Maëlle qui n'est pas là pour l'instant. Merci. Voilà, je pense que je m'arrête là. Merci, oui. Merci en tout cas de nous accueillir. Avec plaisir. Parce que j'avais suivi sur Facebook toutes les aventures que représente la création d'une école. Et c'était quelque chose d'assez impressionnant de voir toutes les démarches qu'il faut faire, toute l'énergie qu'il faut pour arriver à avoir un lieu et puis toute la dynamique que ça représente. En tout cas, bravo. Et merci de nous accueillir. Alors, moi je vais vous parler de la question des émotions et de nos enfants et de comment on fait avec nos émotions et nos enfants. Mais avant, il me semble important que je me présente un peu pour que vous sachiez qui je suis, quel est mon parcours. Et ça vous expliquera aussi pourquoi je peux vous parler de ça ce matin. J'exerce un métier qui s'appelle psychopraticien parce que légalement je ne peux pas utiliser le titre de psychothérapeute même si j'ai fait les études et les formations de psychothérapie. Pour des histoires législatives, je n'ai pas la possibilité d'utiliser ce titre-là. Donc ça veut dire que j'accompagne des personnes qui sont en souffrance, en difficulté, pour régler leurs difficultés, justement leurs problèmes et aller mieux, ce qui veut dire beaucoup de choses et qui n'est pas forcément très précis. Mais avant de faire ça, j'ai exercé le métier de professeur d'histoire-géographie en collège et surtout en lycée. Donc j'ai une connaissance assez fine de l'éducation nationale pour l'avoir vécu de l'intérieur et y avoir beaucoup œuvré, notamment en amenant des pédagogies actives ou d'autres façons de faire que simplement noter les élèves, faire un cours et un contrôle. Sauf qu'il y a quelques années, enfin même pas quelques années, au début de ma carrière, c'était à Casablanca à l'époque, j'avais des classes de 5e. Et puis je fais un contrôle, ce qu'on fait, ça paraît normal, j'étais bien formaté, et je fais un contrôle puisqu'il faut faire des notes. Et puis je vois mes élèves de 5e, tous très gentils, et puis bien stressés par le contrôle, parce que j'avais dû faire un contrôle bien difficile pour bien sélectionner les élèves, et je les vois en train de tricher. Je les vois en train de copier les uns sur les autres. Et là, j'ai une sorte d'illumination intérieure, je me dis, mais en fait, ils ne sont pas du tout en train de tricher, ils sont en train de s'entraider. Mais c'est moi qui suis pris par la fonction et je ne veux pas qu'ils trichent. Alors qu'eux sont en train de faire ce qui est naturel pour eux, c'est que face à quelque chose d'infaisable, ils cherchent une solution, et la solution c'est de se faire aider par leurs voisins. Et là, alors c'est vraiment ce que j'ai découvert après, c'est vraiment des moments d'illumination, de sorte d'éveil intérieur très puissant. Je me dis, mais je fais n'importe quoi. Je croyais que j'allais aider ces enfants à se développer, je suis en train de leur apprendre à être compétitifs, à faire des choses chacun pour eux-mêmes, alors que moi, je faisais preuve pour leur ouvrir l'esprit, leur apprendre la coopération, changer le monde, en faire des citoyens éclairés. Et je suis en train, par ce contrôle, de leur apprendre à être des êtres individualistes, ne pensant qu'à eux-mêmes, prêts à ne pas aider leurs voisins. Et ça a été assez dramatique comme moment parce que je ne savais pas quoi faire. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je démissionne tout de suite ? Surtout que quand je prends conscience de ça, il faut imaginer que j'ai passé des concours, que j'ai passé 5 ans de ma vie à faire des études longues, difficiles, à apprendre par cœur plein de choses, à les recracher comme on me les demandait, et que là j'ai un cas de conscience majeur et je ne sais pas trop quoi faire. Et simplement, je n'ai pas refermé la case de ma conscience qui s'était ouverte et j'ai continué à réfléchir à est-ce que je peux essayer de changer les choses de l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait en faisant beaucoup d'activités à côté des cours d'histoire-géographie. Donc je faisais du théâtre, je faisais des spectacles, je faisais des sorties, je faisais planter des arbres à mes élèves. Enfin, je ne peux pas vous dresser la liste de tout ce que j'ai fait parce que c'est un inventaire à l'après-vert. C'est ce qui me permettait de m'y retrouver dans le système scolaire. Mais le fond restait le même. Je devais faire des cours d'histoire-géographie
et raconter des choses que les élèves ensuite devaient recracher, redire sous la forme prévue. Voilà. Et c'était d'autant plus bizarre que j'ai eu des terminales, les élèves donc ont passé le bac, et je trouvais ça absurde parce que moi-même j'ai un parcours bizarre, j'ai pas passé le bac d'histoire-géographie, et je suis devenu prof d'histoire-géographie, donc j'ai jamais passé le bac d'histoire-géographie. Donc je faisais faire quelque chose à mes élèves que moi-même j'avais pas subi. Alors j'avais passé le bac assez péniblement, mais j'avais pas subi l'épreuve d'histoire-géographie du bac. Et plus je faisais passer le bac à mes élèves en classe de terminale, plus je trouvais ça absurde. On leur demandait d'apprendre des cartes par cœur. Et à un moment donné, il y a eu une réforme qui a été menée sous le gouvernement de Sarkozy. Il y avait 18 croquis, 18 cartes de géographie à apprendre par cœur. Avec même des trucs... Moi, j'arrivais pas à mémoriser tous les noms des pays, des villes, des lieux. Imaginez apprendre par cœur le Sahara occidental. Alors, c'est passionnant, le Sahara occidental. Ça explique plein de choses au niveau mondial. Mais apprendre ça par cœur, c'est difficile. Ou imaginez à des élèves de 18 ans d'apprendre par cœur... toute l'histoire du syndicalisme et du socialisme et du communisme en Allemagne de 1880 à aujourd'hui. C'est passionnant à enseigner, à expliquer pour des gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Ça ouvre vraiment l'esprit. Mais apprendre par cœur des noms allemands, de gens qu'on ne connaît pas et dont on n'entendra plus jamais parler, il y avait une espèce d'exercice de mémorisation qui correspondait à une petite partie d'élèves, et les autres faisaient comme ils pouvaient. Voilà. Et bon, moi je m'arrangeais de ça. Jusqu'à un moment où j'ai pour moi senti que c'était plus possible de continuer. Alors je l'avais senti, je vous ai dit, au début de ma carrière, donc je m'étais formé à des outils de psychothérapie. Je testais ce qui existait dans les domaines de la thérapie, parce que j'avais vu que j'avais pas envie de faire le même métier toute ma vie, puis surtout moi j'avais des difficultés personnelles que j'avais envie de régler, qui étaient liées à des traumas de mon enfance. Je voulais m'en occuper, je savais que si je les réglais pas, j'allais les porter et les faire subir aux autres. Donc j'avais cette conscience-là que les traumas que j'avais vécus enfant allaient me suivre une grande partie de ma vie. Alors c'est pas des traumas très rigolos, je vous les donne pour que vous mesuriez l'impact que ça peut avoir. C'était des abus sexuels que j'ai vécus enfant. Et j'avais conscience de ça très tôt. Simplement, j'ai pas eu d'adultes suffisamment perspicaces pour réaliser quand je leur envoyais des signaux que ça allait pas. Donc mes parents n'ont pas réagi. Et maintenant, les parents réagiraient peut-être plus, mais à l'époque, c'est passé, ils n'ont pas voulu entendre, ou ils n'ont pas pu entendre. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas voulu. Enfin bon, c'est des questions complexes. Après, on va rentrer dans ces questions psychiques. Et du coup, j'étais un peu contraint, moi, jeune adulte, de m'occuper de ça. Non pas parce que j'avais de l'attrait pour des petits-enfants. Loin de moi, je voyais bien que ça n'avait pas impacté ça chez moi. Mais ça avait un impact sur ma vie affective et sexuelle. Je ne me sentais pas dans une facilité dans mes relations avec les femmes. C'est tout. C'est ça que ça avait impacté. Et c'est cette nécessité-là qui m'a poussé à me former, à faire d'abord de la thérapie pour moi, donc à comprendre comment je fonctionnais, quels étaient les blocages. Et j'avais une curiosité assez poussée. C'est-à-dire que quand j'avais un outil, je voulais comprendre comment ça marchait. Pourquoi et comment on guérissait le psychisme humain. Est-ce que c'était possible de le guérir? Et j'étais mon premier expérimentateur. C'est-à-dire que je voyais sur moi si ça marchait ou pas. Et plutôt qu'appliquer des méthodes comme on donnait, alors je les appliquais au début, mais j'essayais toujours de voir pourquoi cette technique marche. Comment ça fonctionne. Et c'est ce qui m'a animé, en parallèle de mon métier de prof, d'essayer de comprendre comment fonctionnait le psychisme humain. Au-delà de simplement voir s'il y avait des effets, ça m'intéressait, mais c'était voir ce qui marchait. Et là, dans la salle, il y a 2 personnes avec qui je me suis formé, le gros de ma formation de psychothérapie corporelle, à Strasbourg. On a découvert, on a œuvré ensemble en échangeant. Donc c'était très pratique, hein. On expérimentait les uns sur les autres, les outils, les techniques, et on voyait ce que ça faisait. Et la thérapie psychocorporelle avait cet intérêt-là, c'est qu'on voyait quand on appuyait dans le corps, à certains endroits, il y a des choses du passé qui remontaient, des émotions qui revenaient, alors qu'on pensait que c'était complètement enfoui. Donc c'était très riche et très intéressant comme méthode d'apprentissage, puisque c'était très pratique. On était mis en situation, après on pouvait aller lire la théorie, comprendre ce que raconterait Freud, ou être pas d'accord avec lui. Moi je me rappelle avoir lu Freud, ou certains passages, je dis mais là il dit n'importe quoi, je suis pas du tout d'accord, parce que mon expérience me mettait en désaccord avec ce qu'il disait. Et puis je trouvais des gens après qui critiquaient Freud sur tel ou tel point, et ça confortait ce que moi j'avais expérimenté dans la pratique intérieure des formations de psychothérapie. Et donc ça c'était mon parcours de formation assez long. Puis j'avais aussi une autre curiosité, c'est que j'avais l'impression d'avoir acquis beaucoup de connaissances à l'issue de mes études, sauf que pareil,
peu près à 24 ou 25 ans, je me suis réveillé une nuit parce que dans la nuit, j'ai rêvé que quelqu'un de décharné sortait de son corps et mourait. Et je me suis réveillé, je pleurais. Je pleurais abondamment, j'avais des gros sanglots, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive, je suis dépressif, quel est ce rêve? Et je ne comprenais pas ce qui se passait, puis j'avais pas de raison à ce moment-là d'être triste, donc j'étais très embêté. Et j'ai eu la réponse le matin, c'est que dans la nuit, le papa, mon ami d'enfance, qui était le papa de mes copains, avec qui on passait, c'était comme un père bis, je l'avais pas vu depuis 5 ans, et il était malade, il venait de mourir. Et j'étais très rationnel, j'étais pas au courant qu'il était en phase terminale. J'étais à 2000 km au Maroc à ce moment-là, je l'avais pas vu depuis 5 ans, on m'avait dit qu'il avait un cancer 6 mois avant, donc j'avais pas de raison matérielle d'être au courant de ce qui s'était passé dans cette nuit-là. Et en fait, j'ai creusé parce que ça m'intéressait. Je me suis rendu compte qu'il y avait certainement des données de l'humain qui ne relevaient pas de la matérialité telle qu'on la connaît, mais certainement de phénomènes plus subtils qui échappent pour l'instant à nos connaissances matérielles, mais que je ne pouvais pas faire comme si elles n'existaient pas. Et en tout cas, là, j'avais été mis face à une réalité, un peu comme quand je expliquais avec les enfants, je les avais vus en train de coopérer, alors que moi j'appelais ça tricher. Là, j'étais face à une réalité que je ne pouvais pas nier. Et donc ça m'a amené à essayer d'intégrer, à lire, à chercher ce que je pouvais trouver sur ces sujets-là, sachant que c'est pas évident parce que c'est peu étudié par les scientifiques. Alors j'ai trouvé maintenant des scientifiques qui ont travaillé sur ces questions-là, et c'est pas forcément reproductible, donc ça échappe à une partie de la science qui fait de la statistique, mais ça m'a beaucoup animé dans ma recherche de compréhension des mécanismes à la fois psychiques et ce je vais appeler spirituel ou ésotérique, puisqu'on l'a mis dans cette case-là. Mais à mon avis, c'est plutôt des phénomènes naturels, pour l'instant, peu expliqués. Voilà. Et puis, je vous rappelle que ces recherches-là sont longues à une époque où il n'y a pas Internet. Aujourd'hui, on tape quelques mots-clés dans Internet et on va trouver énormément de réponses, d'articles, de sites, d'associations, de gens qui font des recherches. À l'époque, moi, je devais aller dans les librairies, chercher, trier, et je trouvais ça passionnant, mais assez lent comme méthode. Je n'avais pas accès à tout. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez ce qui m'amène à vous parler de ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai un long parcours finalement d'expérimentation et de recherche sur moi pour essayer de comprendre comment fonctionne le psychisme humain. Puis l'autre moteur de recherche intérieur, ça a été, ma vie personnelle avec mes enfants. Donc j'ai 2 enfants, j'ai un garçon qui a 10 ans et demi et une fille qui a 7 ans et demi, et j'avoue qu'aujourd'hui ce sont eux qui me font le plus avancer sur les choses qui sont non guéries en moi, ou mes propres blocages. J'apprends en les écoutant, en les regardant. Et quand Bernard Collot, tu expliquais hier que ceux qui t'ont appris le plus, ce sont les élèves ou les enfants que tu as accompagnés, j'en arrive à cette conclusion-là. Ce sont ceux qui m'apprennent le plus aujourd'hui, qui sont réellement mes maîtres, ce sont mes enfants. Moi, je suis finalement là pour essayer de leur donner les moyens de grandir au mieux, mais eux sont bien plus aboutis finalement que ce que je suis moi. Moi, j'observe beaucoup mes névroses, alors qu'eux, je les trouve finalement beaucoup plus libre que ce que je suis. Mais l'habitude est prise de penser que moi je sais mieux qu'eux et que eux je vais leur expliquer des tas de choses et que je sais comment il faut faire. Alors que dans leur spontanéité, finalement, ils ont beaucoup de richesse. Donc ça m'a amené, mes enfants m'apprennent beaucoup, m'amènent à réfléchir aussi à mes propres difficultés. Donc ce que je vais vous expliquer là est le fruit de ces recherches-là, le fruit de nombreuses rencontres aussi. Ça ne veut pas dire que je m'érige moi en modèle ou en... en être supérieur qui aurait tout résolu, loin de là. J'apprends énormément avec ma fille, par exemple, où je suis sacrément remis en question sans arrêt questionné et obligé de me remettre en question et d'aller à nouveau faire souvent un travail d'introspection et de guérison de choses qui relèvent de blessures du passé. Voilà. Malgré tout ce que j'ai pu faire, il reste des choses des fois qui n'ont pas été vues. Et les enfants sont pour là merveilleux, c'est qu'ils nous permettent de voir ce qu'on n'a pas forcément pu réparer à un moment donné. Alors dans mes rencontres, il y en a une qui a été très importante, c'est celle de Yann Thibault, qui a construit tout un corpus de connaissances et de savoir qu'il a appelé écologie intérieure, et je m'inscris dans sa lignée, puisqu'il y avait une partie des outils qu'il avait mis au point que j'avais aussi trouvé de mon côté, puisqu'il a inventé certaines choses, d'autres il les a reprises ou réagencées. Et donc je reprends moi ce vocable-là aujourd'hui, c'est-à-dire que je propose un accompagnement qui est l'écologie intérieure. Et tout comme l'écologie qu'on connaît, l'écologie c'est la connaissance des règles du vivant, du fonctionnement des écosystèmes.
Dans la conférence de hier, tu en parlais aussi, hein, c'est vraiment un changement de réflexion, c'est-à-dire qu'on voit les choses de manière globale avec des interactions entre les êtres vivants, et c'est ça l'écologie. C'est un élément fondamental, puisqu'on va voir que ces interactions, si elles sont coupées ou interrompues, empêchent la nature d'exister pleinement et d'être riche et foisonnante. On le voit avec la permaculture, qui vise à recréer des systèmes vivants riches de biodiversité pour, au final, nous nourrir encore plus que ce qu'on le fait avec une agriculture chimique qui tue le vivant et nous donne quelques aliments, mais qui sont finalement peu nutritifs. Eh bien, cette réflexion de l'écologie naturelle, on peut l'appliquer au psychisme humain, en essayant de comprendre quelles sont les connaissances, les règles, les mécanismes naturels des êtres vivants, et quelles sont ces règles, je n'aurais pas parlé de règles, quels sont ces mécanismes, ces processus naturels que nous avons en nous, et que nous avons par habitude culturelle globalement éteints, pour se conformer souvent à des modèles ou des façons d'être, au détriment de notre authenticité. Et la proposition de l'écologie intérieure, c'est non pas de réappliquer des modèles ou des règles, c'est de comprendre comment on fonctionne, comment ça marche en nous, ces interactions, ce qui se passe dans nos processus naturels, pour les laisser être. Et c'est vraiment le cœur du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment cet aspect-là de retrouver en nous ces processus naturels, les comprendre et voir à quel moment on les inhibe, parce qu'en fait on nous a appris à les inhiber, à les bloquer, et que si on les laisse se dérouler, on ne va pas être des individus fous ou désorganisés, pris par nos pulsions. Au contraire, on va devenir ce qu'on est réellement, des êtres extrêmement capables extrêmement brillants intellectuellement, capables de réfléchir, de sentir, d'être intuitifs, et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait quand on se bride et qu'on freine ces processus naturels. Donc la proposition de l'écologie intérieure, c'est vraiment de redonner une liberté à chacun pour affirmer qui on est réellement et le mettre en œuvre. Voilà, ça c'est la proposition que je fais. Et dans mon accompagnement maintenant quotidien de personnes en séance individuelle ou dans des stages, c'est de permettre aux gens non pas de se positionner en personne malade ou en difficulté, et moi en position de thérapeute qui va les soigner, c'est leur donner les connaissances pour qu'elles puissent retrouver leur mécanisme de guérison, de transformation, et être autonomes. Et ensuite, cheminer sans mon aide. Mais parce qu'elles auront compris comment elles fonctionnent. Donc c'est une autre logique que la thérapie classique qui visait à ce que le thérapeute aide. Alors c'est important, je vous en reparlerai après. Mais mon objectif, c'est de donner les connaissances du psychisme et de retrouver ces règles, ces processus naturels. Voilà. Alors, les processus naturels, le premier d'entre eux concerne ce que Yann Thibault a appelé l'alchimie émotionnelle. D'autres thérapeutes, d'autres chercheurs l'ont repéré, ont donné d'autres noms. Vous trouverez ce processus naturel sous d'autres dénominations, puisque c'est pas une marque déposée, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. Et c'est un processus que tous les enfants connaissent, et que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous vécu, c'est que quand un enfant pleure, si on le sécurise, si on le prend dans les bras, de lui-même, il va se rassurer, il va retrouver sa sécurité, et il va peut-être pleurer quelques instants, puis progressivement, par la sécurité qu'on lui donne, il va se calmer, parce que c'est son mécanisme naturel, c'est son mécanisme biologique, il est fait pour ça, et il va retrouver sa capacité à réfléchir, à être calme, et il va dire c'est bon, tout va bien, et puis il va repartir jouer. Peut-être qu'il aura besoin de parler, plus il est plus grand, il aura besoin de verbaliser, d'expliquer ce qui se passe, mais intérieurement, il aura vécu un mécanisme naturel où il va se sécuriser pour que son émotion, sa peur ou sa colère ou sa tristesse se calme naturellement par la respiration, mais il ne fait pas d'effort, ça se fait tout seul, et qu'il retrouve un état d'équilibre normal pour aller continuer à jouer. Sauf que culturellement, ce qui se passe, c'est que quand nous, je dis nous, je m'y mets dedans, et je vous y mets dedans, peut-être vous m'en excuserez, ça ne va être pas le cas pour tout le monde, mais globalement, notre éducation nous apprend à faire quoi quand on est un enfant et qu'on a une émotion? On nous dit, t'es en colère, arrête d'être en colère, tais-toi, va dans ton coin là-bas, je ne veux pas t'entendre. Un enfant qui pleure et qui est triste, qui tombe par terre, c'est bien fait, t'avais qu'à faire attention. Ou arrête de pleurer. Par rapport à la peur. Un garçon, ça n'a pas peur. Arrête d'avoir peur. Vas-y, plonge dans la piscine, dépêche-toi, etc., etc. Donc, on est en permanence dans une société qui empêche les enfants de vivre leur processus naturel et de les sécuriser. Donc, que font les enfants? Ils apprennent à faire ce qu'ont fait les adultes avant, à refouler leurs émotions. C'est-à-dire, quand on ne peut pas laisser ce processus naturel se vivre, on refoule les émotions. On se bloque.
on s'interdit de ressentir réellement ce qu'on vit, et au final, on se coupe de sa capacité à réfléchir. On va obéir, on va se soumettre. Et ça, c'est un travers fondamental de nos sociétés. Parce que même si aujourd'hui on commence, et c'est pas nouveau, on en parlait hier avec Bernard et puis avec tous les gens avec qui on discutait, ça fait peut-être 100, 150 ans qu'il y a des gens qui ont commencé depuis Freud et puis d'autres qui ont montré que peut-être il fallait accompagner et voir les enfants autrement. Donc il y a tout un mouvement qui nous amène à voir qu'on doit voir nos enfants autrement que comme des êtres à qui on va les dresser. Arrête d'avoir peur, arrête d'être en colère, etc., etc. Et ce sont ces mécanismes de refoulement qui sont socialement acceptés, qui sont un véritable fléau pour les êtres humains. Parce que ça va avec la façon dont on considère les enfants, mais ça va contre notre propre nature. Puisqu'au lieu de voir que quand un enfant est en colère, ça réveille nos propres émotions refoulées, l'adulte qui interdit à un enfant d'être en colère ou qui lui dit d'aller ailleurs, lui-même se prive d'aller voir ce qui fait qu'il ne peut pas l'écouter quand il est en colère. Et souvent, ce qui fait qu'on ne peut pas écouter la tristesse d'un enfant ou la colère d'un enfant, c'est parce que ça réveille nos propres blessures. Inconscientes. C'est l'occasion d'aller les voir. Mais ça nous rappellerait tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi. Et on préfère se voiler la face, enfin, c'est peut-être pas votre cas, mais beaucoup d'humains préfèrent s'imaginer une enfance heureuse et occulter tout ce qu'ils ont subi. Je vous renvoie aux travaux d'Alice Miller, j'imagine que vous la connaissez toutes, ou ça vous dit quelque chose. Si ce n'est pas le cas, régalez-vous et lisez-la, parce qu'elle a vraiment montré à quel point les traumatismes, elle n'est pas la seule, mais elle a vraiment insisté sur le fait que les traumatismes subis dans l'enfance ont un impact sur les adultes. Et qu'elle est même critique sur la psychanalyse, en montrant à quel point les théories psychanalytiques, dans certains cas, pouvaient éloigner de la réalité de la reconnaissance des traumatismes vécus par les adultes qui venaient de témoigner de leurs blessures dans leur enfance. Elle expliquait comment, en adhérant à des théories freudiennes, on pouvait ne pas entendre les traumatismes vécus par les enfants parce que le thérapeute lui-même se protégeait de ses propres traumatismes de l'enfance. Donc il ne voulait pas se rappeler qu'il avait souffert enfant, qu'il avait été brimé, blessé, etc. Et ces traumatismes commencent très tôt. Bernard Collot parlait de Le Boyer, on a parlé aussi de Michel Audante. Il est clair que les traumatismes de la naissance ont un impact sur la vie psychique des adultes. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Arthur Janoff, qui a mis au point une thérapie dans les années 60-70, il vient de mourir cette année, qui s'appelle le cri primal. Lui, il avait clairement compris quand on amenait les gens à remonter dans leur charge du passé, dans leur inconscient, et qu'on pouvait essayer de trouver un moyen de les libérer, ils guérissaient. Leur névrose s'arrêtait. Alors aujourd'hui, ces thérapeutes-là on entend moins parler. Le comportementalisme a pris le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu l'idée d'aller chercher dans l'inconscient et de régler les blessures du passé. Et pourtant, c'est la clé. C'est-à-dire que on ne peut pas faire l'économie, à mon avis, à un moment donné, d'aller regarder ce qui est réveillé. En tout cas, on gagne beaucoup de temps. Si on va faire ce travail sur son inconscient, sur ses blessures du passé, on gagne beaucoup de temps. Alors, je reviens maintenant à l'alliance entre l'inconscient et le processus naturel. Comment allier les deux ? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire que le processus naturel de transmutation des émotions se fait tout seul à partir du moment où on comprend que quand on vit une émotion au présent, elle est activée par la situation. Donc, je vais me prendre comme exemple. Mais c'est juste pour illustrer. C'est rien de narcissique, je m'en fous un peu, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Si je suis avec ma fille et qu'elle est en train de jouer et qu'il y a des poupées dans tous les sens, puis il y a du maquillage dans un coin, et puis dans l'autre côté, il y a des costumes, et puis il y en a partout. Je suis énervé parce que je voudrais que ça soit rangé. Donc je peux lui dire, mais non, tu ranges tout de suite, ou je dis, bon, on va ranger. Mais objectivement, je peux regarder qu'elle est en train de vivre quelque chose d'exaltant et de passionnant, et que moi, mon besoin de rangement, il n'a peut-être rien à voir avec la réalité. Et si je prends le temps de regarder ce qui se passe, c'est que je vis une émotion de colère à ce moment-là, qui n'a rien à voir avec la situation. Et cette situation de colère que je vis est une suractivation qui vient d'une émotion du passé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on vit une émotion au présent, on croit que c'est la situation. Là, je prenais l'exemple de ma fille, mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple. En réalité, quand on est suractivé par une émotion, c'est que ce sont des charges du passé, des souvenirs du passé qui se réactivent.
et qui reviennent à notre conscience comme si ça venait de se produire. Parce que c'est la donnée fondamentale de l'être humain, c'est ce qui n'a pas été résolu à 3 ans, ça reste. Et qu'au moment où on est face à une situation qui ressemble, notre cerveau va aller chercher dans la banque de données de tout ce qu'il a connu comme situation, la meilleure réponse. Et il va aller chercher une réponse automatique, la plus rapide. Et il va aller prendre dans ce qu'il connaît une situation où il a vécu une grosse colère et puis on lui a demandé de se taire. On lui a demandé de ranger, il n'avait pas envie, il s'est soumis, donc il va aller chercher une situation correspondante à ce qu'il a déjà vécu et il s'en sert pour répondre de la manière qui lui paraît la plus adaptée. Donc nos situations vécues dans le passé se réactivent en permanence au présent. Mais on n'en a pas conscience, la difficulté, c'est que ce sont des mécanismes inconscients. Donc les situations du présent rappellent des événements du passé dont on n'a pas conscience et en permanence. Donc je vois des personnes dans l'accompagnement qui, en explorant assez rapidement leur inconscient, retrouvent leur mémoire par exemple de naissance. Alors des mémoires d'abandon. Donc elles vivent des états intérieurs de grande détresse qu'elles sont incapables d'expliquer par des mots puisqu'elles ont un ressenti de détresse. Puis elles cherchent, elles ne comprennent pas, alors on travaille sur l'enfance, il y a souvent déjà des indices que les parents étaient peu aimants ou peu présents, et puis tout d'un coup on tombe sur des ressentis de la naissance, des revécus de naissance. C'est-à-dire que ce que moi j'observe, c'est que les gens peuvent tout à fait revivre leur naissance. Alors ça paraît spectaculaire, mais ça prend quelques instants. Le moment de la naissance, de cette sensation, ça dépend comment ça se passe. J'ai vu des gens qui étouffaient, avec le cordon autour du cou, ils revivent l'étouffement pendant quelques minutes. Et puis comme ils sont cette fois-ci conscients que c'est quelque chose du passé, ils laissent le processus naturel se faire, et puis ils respirent calmement, et ils règlent ce que leur psychisme portait depuis leur naissance, c'est-à-dire un traumatisme de sensation de mourir. Et cette sensation de mourir, ou d'abandon par exemple, ils l'ont eu toute leur vie. Et face à une situation de stress, leur cerveau allait chercher dans leur banque de données comment il faut réagir quand on a une situation de stress, et ce qui venait, c'était la détresse. Donc un enfant qui n'est pas pris dans les bras de sa mère, pas allaité au moment de la naissance, qui n'est pas porté, qui est séparé, mis dans une boîte, je sais pas, on le pique pour mesurer ce machin, ou on lui fait une intraveineuse, vous voyez tous les trucs qu'on peut faire à un bébé, on dit c'est pas grave, il va survivre. Oui, il survit. Mais le prix, c'est des traumatismes qui vont impacter le rapport au monde et au réel toute la vie. Et la personne va avoir l'impression toute la vie qu'elle est dépressive et triste. En fait, elle porte cette tristesse depuis sa naissance, sans pouvoir avoir forcément les moyens de la guérir. Or, il est possible d'en guérir. Et la guérison est définitive. Ce qui fait qu'ensuite, la personne voit bien ou n'est plus activée. C'est-à-dire qu'elle peut sentir qu'elle est triste, mais elle voit bien que ça revient à quelque chose de ses manques affectifs, du bébé. Donc vous avez tous ces traumatismes de la naissance, ceux de la prime enfance, des premiers jours jusqu'au premier mois, où il serait logique là aussi de porter le bébé, puisqu'il n'est pas capable d'être autonome comme un bébé cheval, enfin un poulain, il se lève en quelques instants, les mammifères, ils sont capables de marcher, donc ils sont autonomes. Le bébé d'homme, il n'est pas capable d'être autonome. Donc on aurait besoin les premiers mois d'être vraiment porté en permanence. Donc toutes ces connaissances-là, on les a maintenant, depuis Le Boyer, puis plein d'autres. Notre génération est en train de se les réapproprier, ça change. Mais globalement, une partie de l'humanité ne le fait toujours pas. Et ça laisse des traces chez ces enfants-là qui ont des manques affectifs énormes. Et évidemment, qui dit manque affectif, dans ces cas-là, l'âge adulte, on ne comprend pas pourquoi les gens sont tristes. Alors comment on fait quand on est triste dans nos sociétés ? On va compenser avec soit des drogues alimentaires légales, le sucre raffiné, des drogues illégales de toutes sortes, qui vont nous permettre de nous calmer. Alors quand ça ne fait pas trop de dégâts sur le corps, ça va. Mais il y a des gens qui se mettent en situation de danger. Alors il y a des drogues légales comme le travail à outrance, par exemple. On a le droit. Pardon ? Le sucre est complètement... Oui, le sucre, c'est complètement ça. Le jeu, alors ça dépend lesquels. Les jeux d'argent, voilà. Bref, on a plein de moyens de s'occuper de ces refoulements avec des choses socialement acceptées, mais qui nous éloignent souvent de ce qu'on a réellement envie de faire. Parce que ce sont des passe-temps qui nous occupent, mais qui ne nous permettent pas de faire ce qui nous passionne réellement. Et qui ont finalement peu d'impact sur le monde, puisque c'est très consommateur. Ça correspond bien au modèle actuel de consommation, on fait une activité, on a un plaisir immédiat. Mais ce qui donne le réel plaisir, c'est quand on se réalise, c'est-à-dire quand on fait ce qui nous passionne réellement au plus profond de nous. C'est pas d'aller assister, enfin je vais me faire plein d'ennemis, c'est pas grave, d'aller assister à un match de foot. Ça fait peut-être du bien ponctuellement, mais ça change pas grand-chose. Oui, j'ai des ennemis, ok, c'est pas grave, j'assume. Je pourrais en prendre d'autres.
Voilà, c'est-à-dire que il faut que vous compreniez aussi que j'ai très chevillé en moi l'idée qu'on a un mur écologique qui nécessite qu'on en ait conscience et qu'on se mobilise, qu'on y réfléchisse et qu'on agisse. À 15 ans, j'ai vu Tchernobyl et j'avais un compteur Gégère. Donc j'entendais les radios à la télé qui disaient il n'y a pas de Tchernobyl, il n'y a pas de nuages, et puis moi j'avais le compteur qui était complètement explosé. Donc les questions écologiques, je les porte depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et je ne suis pas prêt de les lâcher parce que c'est l'enjeu majeur. On ne peut pas avoir une planète sur laquelle on vit qui est en train d'être autodétruite. Les abeilles disparaissent. Là, on a appris que c'était les insectes, les oiseaux. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un monde aseptisé avec plus rien. C'est complètement fou. Voilà. Et c'est cette guerre contre la nature qu'on mène avec l'agriculture chimique, on la retrouve dans l'éducation des enfants et dans notre rapport à nous. Donc, dans les phénomènes d'addiction, c'est une guerre contre soi en fait qu'on mène. L'autre façon de refouler les émotions, c'est de s'empêcher d'en avoir, c'est de se contrôler en permanence et de donner l'impression qu'on n'a jamais rien. Donc on contrôle ses émotions, on est zen en apparence, mais à l'intérieur, on est complètement contracté. Et sur la durée, ça peut créer des maladies, puisque toutes les tensions émotionnelles créent des douleurs de dos, de bras, tout ce que vous pouvez avoir comme douleur qui apparaît comme ça tout d'un coup, c'est des tensions émotionnelles refoulées. Les maladies vont aussi avoir un cheminement psychique qui va être aggravé par l'alimentation industrielle et chimique, par la pollution environnementale. Voilà. Donc l'importance pour nous de prendre conscience de ces phénomènes de refoulement, de lutte contre notre propre nature. L'autre phénomène, quand on refoule, c'est qu'on refoule, et puis à un moment donné, on lâche. Donc on assiste à des débordements de violence. Donc on veut être gentil, on veut être dans le cœur. Moi je l'ai fait très souvent, je vais être dans le cœur avec ma fille, je vais être gentil avec elle, je me force. Je vois pas que je suis énervé, je fais semblant d'être gentil avec elle. Et puis tout d'un coup, j'explose. Parce qu'on ne peut pas se forcer à être dans l'amour. C'est un état naturel, mais c'est pas un état qu'on force. On se force pas à dire je suis gentil. Non, si on ne l'est pas, on ne l'est pas. Si on est activé par sa colère, on aura beau vouloir faire semblant, on est en colère. Les émotions, ça nous dérange parce que ça perturbe l'ordre social ou les apparences qu'on voudrait donner. Alors qu'en réalité, si je prends le temps d'accuser réception de ma colère, peut-être que je vais voir que j'ai plein d'émotions refoulées de mon passé. Et ce que je veux vous dire encore, c'est que quand je parle de transformation d'émotions, ce sont des émotions perturbatrices. La peur, la colère et la tristesse, ce sont des émotions qui nous perturbent normalement quelques instants. Ce sont des signaux d'alerte. Imaginez un monde où il n'y a plus d'émotions, où on est tous zen. Plus rien. Mais c'est un monde robotique. Il n'y a plus d'élan. Alors il y a peut-être un peu de joie qui va surnager, mais il n'y a plus de révolte. La colère est une émotion extrêmement saine. C'est celle qui nous pousse à agir, à dire non à des autorités quand elles font n'importe quoi et qu'elles sont fallacieuses. Donc les émotions, c'est une nécessité, on en a besoin. C'est notre saveur. Le problème, c'est qu'on est identifié. C'est-à-dire qu'on est pris par l'émotion et puis ça dure des jours, des années, et on n'est pas bien parce qu'on vit l'émotion comme ça, de colère en permanence, on rumine. Non, la colère est un indicateur qui est censé nous donner des informations sur une situation qui ne va pas. Je vous renvoie à comment il s'appelle, celui qui avait déterminé ça, on en parlait ce matin, ça me reviendra. C'est l'idée que la colère est un élément, une indication d'un changement à faire. Ça nous permet, quand on accueille la colère, de nous faire respecter. La tristesse est une indication que ce qu'on vit ne nous convient pas. Et c'est pas quelque chose qui est dramatique, c'est juste que ce qu'on vit ne nous convient pas. On a perdu la joie, ça ne nous intéresse plus. C'est un indicateur. Donc on l'écoute et on peut, si on en prend conscience, changer de direction, faire autre chose. Et on retrouve la joie et l'enthousiasme. La peur est un indicateur que quelque chose ne va pas et qu'il faut faire attention, qu'il y a un danger. Sauf que si on a eu toute notre vie, on nous a appris il ne faut pas faire ça, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux, on croit à la peur, on est identifié à elle. On n'arrive plus à savoir si on peut prendre le danger ou pas. On n'arrive plus à mesurer la réalité de ce qui vient du passé ou de s'il y a un réel danger et comment on peut faire avec. Et quand on dépasse la peur, en fait, quand on l'accueille et qu'on la laisse se transformer, on est capable d'écouter notre sagesse. Donc de prendre des directions qui ne sont pas forcément celles que tout le monde voudrait qu'on prenne, mais qui sont celles qu'on a envie de prendre et on en assume les risques. Donc les trois émotions perturbatrices principales, peur, colère et tristesse, quand on laisse faire le processus naturel, se transforment donc. La peur devient de la sagesse, la tristesse devient de la joie ou de l'enthousiasme, et la colère devient de la puissance ou de l'énergie, puisqu'on se fait respecter. Voilà, c'est ça, ce sont ces mécanismes-là qui sont là, pour moi la clé de voûte du psychisme humain.
Et ce que j'observais en thérapie, c'est que les thérapeutes qui accompagnaient avec finesse les personnes qui venaient les voir, arrivaient à faire revenir la personne dans des souvenirs traumatiques, lui permettre de ressentir l'émotion. La personne ressentait l'émotion et souvent, elle avait des grands mouvements respiratoires, de détente, elle était en sécurité avec elle est en sécurité avec le thérapeute, et elle se met à parler. Donc elle fait le processus naturel. Et les thérapeutes qui amènent les gens à guérir, c'est souvent parce qu'ils ont perçu ça intuitivement. Ils ont senti, ils ont compris que c'était ce qui fonctionnait. Donc pour moi, peu importe les outils, peu importe les méthodes thérapeutiques, si le thérapeute a compris le processus et ce moment-là clé, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on gagne énormément de temps, et c'est ce que moi je vois quand j'accompagne les personnes, c'est qu'en quelques instants, alors ça paraît parfois surréaliste de le dire comme ça, mais pourtant c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en quelques instants, on peut voir des guérisons, des transformations, je vais plutôt parler de transformations rapides. L'exemple que je donne souvent qui est le plus facile, c'est un jeune garçon qui est venu me voir parce qu'il avait une phobie des chiens. Donc un grand garçon de 20 ans, 1m80, qui quand il voit un chien, change de trottoir. Donc c'est une phobie assez handicapante. Et il se trouve qu'à l'âge de 6 ans, il avait été face à un chien il avait eu un chien pendant quelques mois qui lui bouffait ses poupées, donc il a eu très peur. Il est simplement revenu au moment où il avait eu peur, et il a laissé le processus se faire. Il était allongé, donc il a tremblé pendant quelques minutes. Le corps tremble, a des spasmes, des mouvements, une respiration haletante, comme quand on a peur. Là, il l'a fait en sécurité. Ça a duré 2 fois 10 minutes. On est allé au salon de toilettage vérifier. Et il voyait un chien comme quelque chose qui est un être qu'il ne connaît pas trop. Donc il l'a touché, il l'a regardé. Et il fait comme moi quand je vois un chien. Il regarde le maître et le chien. Et il regarde la tête du chien, s'il est gentil, pas gentil. C'est-à-dire qu'un chien peut être dangereux. Donc je le sais, donc je vérifie. Et il retrouvait ce processus normal de regarder un chien pour ce que c'est, mais il ne changeait plus de trottoir. Donc ça avait pris quelques minutes. Donc ce processus naturel, on peut l'utiliser pour soi tout le temps. Alors là, c'est facile, hein, une phobie, c'est super rapide. La difficulté, c'est quand on va aller toucher, en tant qu'adulte, à des choses qui sont enfouies dans notre enfance, dont on n'a plus le souvenir. Tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu, et qu'on a oublié, qu'on a occulté. Alors entre la naissance, les premiers âges, selon ce qui s'est passé, puis après on rajoute l'école, j'ai beaucoup de personnes qui retrouvent leur traumatisme du moment de la séparation à la maternelle. Elles pleurent, elles ne veulent pas y aller, et on dit si tu y vas, tu dois y aller. Alors, et là il y a un traumatisme. Alors après on a l'impression que ça se régule parce que l'enfant il pleure un peu, puis finalement, alors soit la maîtresse le prend dans les bras et il se réconforte comme il peut, mais physiologiquement, à 3 ans, s'il n'a pas envie de quitter sa maman, c'est qu'il n'a pas envie. Parce qu'on crée une séparation arbitraire, alors qu'il faudrait peut-être que la maman puisse rester dans l'école, peut-être plusieurs jours, qu'elle ait le droit d'y être, puis que progressivement elle s'en aille, si on veut faire ça. Enfin, vous voyez, il y aurait à inventer d'autres systèmes. Mais là, c'est brutal. J'ai même entendu une amie qui sera là cet après-midi, qui, avec son fils en CP, pleurait. Elle a dit, bon, ça suffit, maintenant il faut couper le cordon. C'était illogique. Son fils pleurait, il avait besoin de l'affection de sa mère, mais c'était pas bien, elle était trop possessive, ou je sais pas quoi. On va inventer des théories pour l'empêcher, pour la culpabiliser, elle et son fils, d'avoir des émotions. Ben non, il était triste, il fallait leur laisser le temps de se séparer tranquillement. Ou peut-être pas de se séparer. Enfin, ouais. Et ça, dans l'accompagnement, l'accompagnement individuel ou en stage, ça remonte sans arrêt. Donc on a des tas de traumatismes liés à l'école. Et ce qui me semble donc important, c'est de voir que il y a 2 choses qui sont importantes, ou 3 choses. C'est que, les écoles alternatives, réellement alternatives, où on laisse cette liberté aux enfants, évitent les traumatismes scolaires. Donc ça va générer toute une génération d'enfants qui seront beaucoup plus sains et beaucoup plus mieux avec eux-mêmes, parce qu'ils connaîtront leur processus naturel, ils n'auront pas été cassés dans leur évolution. Deuxième chose, c'est que pour les adultes qui accompagnent, ça nous change, ça nous permet de changer complètement de regard sur les enfants et de se rendre compte que c'est souvent nous qui sommes réactivés par notre inconscient et notre passé, et que c'est pas une fatalité, on peut en guérir. Puis troisième chose, c'est que ça va changer notre façon d'accompagner les enfants. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, toutes les fois, on va dire aux enfants, arrête d'être en colère. Ce qui, moi, m'arrive régulièrement avec ma fille. Tais-toi. Enfin, des trucs qui viennent par automatisme et qui sont contraires à ce qu'on ressent. Alors, ça ne veut pas dire, j'invite pas à laisser les enfants pleurer dans leur coin ou à les laisser crier. J'invite plutôt à parler, à discuter, à leur demander ce qui se passe. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ma fille. C'est quand elle est en colère, je lui demande qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu vis, pourquoi tu es dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à voir nos enfants, à leur parler de manière assez infantile. Quelqu'un pleure dans la rue, vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue, qui pleure, vous allez le secourir et lui demander
Ça va, vous avez mal où? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez pas me dire, ah bah qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bobo? Tu t'es fait mal? Tu as mal aux fesses? Enfin, y a tout un langage aux enfants qui est, excusez-moi, mais il est un peu débilitant. On le prend pour des niais, quoi. Alors évidemment, on doit adapter notre langage à leur capacité de discuter, mais un enfant qui est en colère, il est en colère, on le voit. Comme un qui est en train de hurler dans la rue, on va pas dire, ah monsieur, vous êtes en colère, ça... Non, on voit qu'il est en colère, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais comme on a une éducation qui a très peur des émotions, alors je vous dis que ce sont que des signaux, on est tous un peu angoissés dès que quelqu'un a une émotion, on sait plus trop quoi faire. Parce que nous-mêmes, on est réveillés dans des émotions. Alors je vous mets dans le nous, hein, vous sentez-vous libre de vous en exclure, parce que c'est un nous global, collectif, social, j'ai envie de dire. Il y a des moments, moi je suis pas dans ce nous, puis des moments je vois très bien que l'émotion, par exemple, de ma fille ou de mon fils, me réactive et je réagis de manière automatique. Voilà. Et souvent, alors ce que moi je fais dans ces cas-là, c'est que je vois bien que j'ai surréagi, donc quand je m'énerve et que je dis n'importe quoi, je m'excuse, et puis je vais dans un coin où je remets dans la sensation de colère qu'a généré ma fille, par exemple, parce qu'elle génère plus de colère que mon fils, comme ça, c'est des histoires de transfert, hein, et je laisse le processus se faire. Alors je vais vous montrer comment ça marche, puis après ce que je vous proposerai, c'est de faire une expérience de chimie psychique amusante, c'est de l'expérimenter. Parce que là, je vais vous faire une démonstration sur moi, pour que vous puissiez voir ce que ça fait, un type qui a une émotion et qui la laisse se transmuter, et que ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, c'est pas habituel, on a un tabou à avoir les émotions chez les gens. Bon, là, on va briser le tabou ici, on est entre nous. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Et ensuite, je vous proposerai de faire une expérience de chimie psychique, donc une expérimentation. Puis en plus, c'est bien parce que vous êtes assis là, mais il y a plein de tas de fauteuils pour se mettre de manière détendue. Parce que c'est plus facile de le faire en étant allongé que là, comme je vais le faire là, ici. Parce que le corps, il se détend le mieux quand on est allongé ou assis dans une position confortable. Là, je suis pas très bien. Enfin, je suis bien pour parler, mais je suis pas bien pour me détendre. Mon corps se relâche pas. Et dans cette expérience de chimie amusante, plus le corps se détend, plus il va lâcher prise pour laisser le processus se faire. Donc ça sera la deuxième partie. Après, il y aura un petit temps de questions avant de vous laisser expérimenter pour que vous vous sentiez en confiance. Parce que le problème de revivre une émotion, c'est qu'on a très peur d'avoir une très forte émotion. On a peur de les avoir en public. Donc il y a plein d'inhibitions face aux émotions. Alors qu'en réalité, c'est un truc basique. Si on n'avait pas été inhibé par l'éducation, on vivrait nos émotions, on transmuterait les charges au fur et à mesure sans même se poser de questions. On n'en aurait même rien à faire d'avoir une émotion. On se sentirait qu'on a une émotion, puis c'est pas grave. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux, m'intérioriser et ressentir ce qui se passe en moi et me questionner sur quelle est l'émotion que j'ai. Alors souvent, pour sentir une émotion, il faut plutôt scanner ou sentir ce qui se passe au niveau de la poitrine, puisque la sensation de l'émotion se localise plutôt dans la poitrine. Et ensuite, je vais sentir toutes les tensions, tout ce qui existe en moi, et les tensions physiques que je peux ressentir à ce moment-là sont une indication d'émotion refoulée. Et j'ai l'habitude, donc je vais laisser dans ce cas-là l'émotion venir, ça va prendre quelques instants, alors là j'arrêterai de parler parce que c'est plus pratique pour moi de m'intérioriser complètement, puis vous verrez, je vais avoir des manifestations physiques de l'émotion, je ne sais pas ce qui va se passer, vous allez voir, puis c'est une expérience de chimie, donc je ne sais pas quelle émotion je vais avoir, j'en ai plein en stock, c'est-à-dire que si je suis capable de vous expliquer ça, c'est parce que je suis nul enfin je suis nul. J'ai du boulot, quoi. Je sais pas, j'enseigne ça parce que j'ai eu du mal. Si j'étais à l'aise avec les émotions et que je sois super à l'aise, je ferais peut-être complètement autre chose. Je ferais Macron, quoi. Je serais super à l'aise, j'aurais confiance en moi à fond la caisse et je ferais président de la République pour changer le monde. Et il se trouve que j'ai plein de charges émotionnelles non résolues. Donc je comprends ce que c'est qu'un inconscient, les charges, etc. Je sais de quoi je parle. Le prix à payer, c'est que j'en ai. Et que ça me demande de m'en occuper régulièrement. Le jour où je répète tout réglé, j'arrêterai de faire d'expliquer comment ça marche, je ferai autre chose. Pour l'instant, je sais très bien de quoi je parle et je peux vous l'expliquer. Donc dans cette expérience, je ne sais pas ce qui va se passer puisque c'est une découverte. Je connais les ingrédients, c'est moi, il y a vous, mais surtout, je ne sais pas ce qui va venir à ce moment-là dans quelques instants. Donc je m'intériorise, je laisse faire. Regardez-moi attentivement pour regarder tous les micro-signes corporels que vous allez voir sur mon visage, sur mon corps, parce que c'est ça le processus. L'émotion, quand ça se transmute, ce sont plein de petits mécanismes émotionnels quasi peu visibles. Oui, et alors, je voulais... les trois émotions, les trois réactions émotionnelles, c'est Henri Laborie. Ça m'est revenu. C'est Henri Laborie qui a montré que quand on a de la tristesse, on a trois réactions émotionnelles biologiquement établies. La colère, la peur et la tristesse, c'est notre fonctionnement naturel. Voilà. Donc je vais faire l'expérience de chimie psychique
Maintenant, je m'intériorise. Donc je sens un mélange de peur et un peu de tristesse, mais c'est plutôt la peur qui domine. Je la sens dans le visage, ça me crispe le visage, et je sens ma respiration qui est haletante. Alors, je vais au bout, parce que maintenant j'ai la détente après la transmutation, donc je me permets d'aller au bout de la détente. C'est très agréable la fin. Voilà. Donc vous avez vu un exemple de transmutation sur une partie d'une charge émotionnelle de peur. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Au démarrage, vous avez peut-être vu mon visage qui se crispait, puis j'ai laissé la respiration venir, donc elle était haletante, comme quand on a peur. Alors je ne sais pas d'où ça vient dans mon histoire, j'aurais pu me questionner, mais j'étais pris par la sensation. Au moment où j'accueille la sensation, il y a un instant où on est identifié, donc c'est assez désagréable, parce que quand on refuse l'émotion, ça crispe et ça fait mal. Le refus d'accepter l'émotion fait mal au corps, ça bloque, c'est douloureux, parce qu'on contracte tout pour ne pas sentir l'émotion. Et à partir du moment où j'accepte de laisser ma respiration de faire, c'est jouissif. C'est orgasmique. Ça fait vraiment du bien. Et je lâche. Donc ma respiration est haletante. Et je n'ai pas peur de respirer de manière haletante. Alors c'était pas très fort, c'était une petite charge. Donc je respire, c'est un peu haletant. Je ne sais pas si vous avez entendu devant plus que derrière. Vous avez peut-être vu, j'ai une respiration qui est haletante. Et je laisse faire. Je m'en fous complètement que ça soit haletant. Je suis en observation de moi-même. J'observe mon corps qui est en train de vivre un truc de mon passé. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est haletant. Voilà. Et à partir du moment où je le laisse se faire, le phénomène de transmutation se produit. Alors Yann Thibault a appelé ça transmutation parce que c'est vraiment comme les alchimistes. On prend un truc qu'on ne croit pas bien, le plomb, et on le transforme en or. Donc j'ai transformé un truc qu'on ne pensait pas bien, la peur, en quelque chose de génial. Et moi, ce que je vis à ce moment-là, c'est une grande, grande détente. Des sensations énergétiques dans les mains. Vous avez entendu mon ventre qui se détendait. J'ai tout mon système parasympathique qui s'est détendu. Donc j'ai des tensions qui étaient dans le ventre qui se sont relâchées. Je ne sais pas si vous avez entendu les gargouilles. Non, il a fallu un micro. Donc il y a des techniques thérapeutiques qui travaillent avec des stéthoscopes, un stéthoscope pour écouter la détente du système parasympathique qui indique que réellement la personne a réglé quelque chose au niveau psychique. Parce que quand on est crispé, quand on a peur, évidemment on contracte partout. Tout le corps se contracte, les psoas, le ventre, les intestins, on fait des nœuds partout. Et là, quand on permet à cette peur du passé de se défaire, eh bien, la tension physique et psychique se dénoue. Et donc, on entend des gargouilles, des trucs comme ça. Alors là, il n'y avait pas d'animaux, mais c'est intéressant quand je le fais avec des gens. Par exemple, en conférence, il y avait une non-voyante. Et alors, je lui demande à la fin, qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez senti? Elle avait ressenti toute mon émotion et toute la phase de détente. Et j'ai fait une fois une conférence avec un chien. Au moment où je vis la tension, le chien est venu. Parce que lui, ça lui plaît pas qu'un humain soit tendu et crispé. Il le sent, il aime pas. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Donc il est venu à côté, il m'a regardé, puis à partir du moment où ça s'est transmuté, le chien, il est reparti, ça allait. Les animaux sentent nos tensions. Donc ils n'aiment pas qu'on en ait. Voilà. Et là, c'est l'occasion, en quelques instants, de les laisser se transmuter. Voilà. Donc ça, c'est la clé, pour moi, de tous les processus d'écologie intérieure, c'est la clé de voûte, c'est la transmutation des émotions. Ça permet de réguler, de libérer les humains de leur carcan psychique assez rapidement. Pour autant qu'on s'en occupe. L'habitude est prise de ne pas le faire, et puis culturellement, c'est pas une habitude. Puis je ne peux pas vous dire, alors vous allez une fois matin, midi et soir faire votre transmutation émotionnelle. Ça ne marche pas comme ça. Ça arrive quand ça arrive. Quand on est prêt, ça demande d'explorer. Des fois, c'est bloqué, on ne comprend pas ce qui se passe. Des fois, on n'a pas envie. Ce n'est pas une posologie à appliquer en faisant ça tous les matins. Il y a des gens, ils vivent ça en pleine nuit, ils font de l'insomnie. Et quand on fait de l'insomnie, c'est pas parce que
on gamberge, effectivement, on réfléchit, mais on réfléchit à cause des émotions. Les émotions du passé impactent les pensées. On a tendance à croire l'inverse. On croit qu'on a des pensées névrotiques et elles sont le problème. Non, non, nos pensées névrotiques, nos pensées à lesquelles on tourne, ce sont des pensées qui viennent de notre inconscient, de nos charges émotionnelles du passé, de nos refoulements. Et du coup, on se trompe de cible quand on croit qu'on veut arrêter de penser. Quand on fait de l'insomnie, Viktor Frankl dit la première chose à faire, c'est dire chouette, je vais pouvoir réfléchir, je ne dors pas. Parce que ça va arrêter de vouloir dormir. Le fait de vouloir dormir empêche de lâcher prise. Donc dans un premier temps, il faut dire bon, à quoi je veux penser. Et souvent, quand les gens que je connais, ou moi-même, quand on fait de l'insomnie, c'est qu'on a des choses à régler. Et que comme on s'allonge et on se repose enfin dans la journée, on arrête de faire des trucs, on a tout le refoulé qui enfin revient. Et c'est le moment de s'en occuper. Le problème, c'est que ça peut être des charges très grosses. Il y a des gens qui ont des pensées d'insomnie, derrière, il y a des idées suicidaires. Alors, ils ne veulent pas penser au suicide, parce qu'ils ont peur que s'ils pensent au suicide, ils vont le faire. Et derrière leurs pensées suicidaires, il peut y avoir des détresses de l'enfance, tout simplement. Et ils vont au bout de la sensation et qu'ils la laissent se transmuter, quasi instantanément, ils vont arrêter de dire « mais c'est complètement stupide, j'ai pas envie de mourir ». Ils vont se rendormir. Voilà. Mais moi, en tant qu'accompagnant ou enseignant, je ne suis pas là, je ne peux pas leur apprendre à faire l'expérience. Donc il faut qu'ils se débrouillent tout seuls quand c'est la nuit. Donc moi, mon but, c'est de leur donner les moyens de le faire quand je ne suis pas là. Leur donner l'autonomie psychique de le faire tout seul. Parce j'ai dit que ça allait vite le processus, mais il faut bien voir que selon les humains, on est plus ou moins chargé en termes d'inconscient. Et plus ou moins conscient qu'on en a. Je vais reprendre notre président, il n'a peut-être pas beaucoup de charges. Il a vécu dans une famille où ça se passait plutôt bien, il est très facilement inséré, il réussissait à l'école, enfin bon, tout va bien pour lui. Donc ces charges inconscientes ne sont pas un problème. Ça l'impacte peu, il réussit tout. Sauf que quand on a des difficultés, c'est là où on a besoin de savoir comment faire. Et je vous donne l'outil, enfin le moyen, si vous voulez, c'est pas un outil, c'est une connaissance du fonctionnement humain pour que vous puissiez la réutiliser. Alors, comme tout apprentissage, si vous avez envie d'apprendre, moi je suis disponible, je peux vous expliquer comment techniquement on peut faire pour vous y arriver, des fois ça bloque. Mais c'est parce que vous avez la volonté, que vous avez compris ce que j'ai expliqué, que vous pourrez l'explorer. Vous avez compris qu'il y a un processus naturel de l'être humain qui existe, il suffit de le laisser être. C'est ça que je voulais vous transmettre ce matin et que je vais vous proposer maintenant d'expérimenter. Parce que l'explication est bien, mais je pense que la mise en pratique, enfin l'explication est nécessaire pour comprendre comment ça marche, mais que vous puissiez maintenant le faire. Donc là, je vous propose de répondre à vos questions. Alors, vous êtes libre de faire l'expérience ou pas, évidemment. Vous doutez bien que je ne contrains plus personne depuis longtemps. Je l'ai fait suffisamment longtemps. Oui, vas-y. Oui, c'est les questions. Oui, tu as parlé l'enfant pleure et la maman le prend dans les bras, ou papa, oui. Hein, et l'enfant se rassure. Alors, ce que je voulais tu pourrais nous parler de l'importance du contact dans la relation, dans les émotions et dans le rôle de l'adulte aussi. Parce que on est quand même dans une société, pour des raisons qui s'expliquent aussi, où le contact il est tabou. Pas entre parents et leurs enfants, mais pour tout autre adulte, c'est devenu tabou. Il y a des causes, il y a des raisons. Tout à fait. Si tu pouvais nous parler de prendre la main, prendre la main d'un enfant. Mais ça, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'on a, du coup, adultes, beaucoup besoin d'être touchés. Parce que ce que tu dis est très juste, les enfants, dans le système actuel, on les enlève de la mer assez vite, et ils ont besoin du contact physique. Il faut bien imaginer, là je vous renvoie aux travaux de Michel Audinte, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il est au contact physique, il se sent contenu, il existe comme ça. Puis quand il sort, il n'y a plus de limite à son propre corps. Il a besoin du contact maternel essentiellement, ou du père qui le porte, pour se sentir progressivement exister en tant qu'individu incarné dans un corps. Et comme on ne touche pas les enfants, qu'on les laisse dans des couveuses ou qu'on ne les porte pas, à l'âge adulte, les gens ont des manques affectifs, physiques, absolument délirants. Et on va aller les chercher dans les relations amoureuses, sous forme de transfert. On va attendre de son partenaire qu'il nous prenne dans les bras. Puis le partenaire, lui, il ne se rend pas compte, puisqu'il est bien, il n'a pas l'idée de prendre l'autre dans les bras. Donc on a des manques infantiles qui vont faire qu'on va projeter ces manques sur les partenaires. Donc je vois des couples qui ont des manques, par exemple, d'être touchés, puis l'homme ou la femme est en attente que l'autre le prenne tout le temps dans les bras.
Tu comprends pas que l'autre le fasse pas. Mais c'est pas l'adulte qui a besoin d'être pris dans les bras, c'est le bébé. Et donc on est des sociétés où on se touche plus, on n'a pas envie, et les enfants ont besoin de ce contact physique. Et plus on leur donnera enfant, moins adultes ils en auront besoin. Ça répond à ta question. Oui, oui, parce que ça me paraît important. J'expliquais, tu sais, pour régler un conflit entre deux enfants, donc entendre la vérité de l'un, la vérité de l'autre, pour rétablir la relation entre les deux. Et alors, et ce que au début je faisais, je dis maintenant serrez-vous la main. Bon. Or, serrer la main, ça c'était physique. On voyait que c'était deux mains qui il passait quelque chose de comment dire, du pouvoir de l'un sur l'autre. Antagoniste entre eux. J'ai compris après que c'était moi d'abord. Bon, je disais à l'agresseur, bon, allez, on se serre la main. Puis je disais à l'agressé, allez, on se serre la main. Et après, je leur disais, serrez-vous la main. Et là, ça passait. Et là, ça passait. Bon, ça, dans tout ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Il y a toute cette partie aussi. Il y a tout un aspect de l'écologie intérieure qui travaille aussi sur cette question de la communication et du conflit. Parce que là, j'ai pas le temps de développer, mais ce qui était très intéressant, ce que tu disais, c'est que moi, ce que j'ai observé, c'est quand les gens sont en conflit, alors j'ai plutôt des couples ou des parents-enfants qui viennent me voir, ou moi avec mes propres enfants, le problème, c'est pas l'émotion, il l'est parce qu'on est identifié, le problème, c'est souvent la vérité. C'est-à-dire qu'il s'agit de décrypter quelle est la vérité des protagonistes. Mais si on est habité par des émotions du passé, on a un filtre, on voit pas le réel. Et donc on va avoir des phénomènes de transfert ou de projection. Le phénomène de transfert, c'est on va transférer une figure d'autorité de notre enfance sur la personne à qui on parle. Donc on voit pas le réel. Alors j'ai plein de gens qui viennent me voir, ils ont un chef, et en fait ils transfèrent leur figure, leur père ou leur mère sur leur chef. Ils ne voient pas tel qu'il est, donc ils sont complètement flippés. Ils n'arrivent pas à lui parler normalement, à cause d'une émotion refoulée. À partir du moment où ils font le travail de guérison, de transformation, plutôt on va dire, ils voient leur chef comme ce qu'il est, avec des défauts, des qualités, et ils retrouvent cette capacité à parler normalement. Et je pense que là, je rebondis sur la question des conflits, c'est vraiment une réelle difficulté. Alors chez les enfants, on a du coup cette importance de leur permettre de parler, et de chercher la vérité. Quel est le problème de leur conflit? Pourquoi ils sont en conflit? Et pas pourquoi ils ont une émotion. Ils sont en colère parce que leur territoire ou ce qu'ils vivent n'a pas été respecté. L'émotion n'est pas à nouveau le problème. Elle est simplement le résultat de quelque chose qui ne va pas dans leurs deux systèmes. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Oui, juste un partage en écho au moment où tu disais que les enfants activent chez nous des blessures du passé, inconscientes. Du coup, vu que c'est ce que je vis depuis des mois, toute la journée, des émotions comme tu es passé par là, ouais. Vu qu'il y a des enfants entre 4 et 17 ans, j'ai l'impression de revivre tous les âges de ma vie 10 fois par jour. Et c'est comme ça pour toute l'équipe, et vu qu'on en a conscience, on laisse sortir toutes ces émotions, il y a des émotions tout le temps. Et donc pour la façon dont les enfants vont à travers ces émotions-là, enfin, c'est incroyable parce qu'au début, quand des enfants avaient des grosses colères ou des grosses tristesses et ils pleuraient, et ça m'énervait et je savais pas pourquoi. Du coup, j'en voyais une autre et je disais, écoute, va le voir parce que moi je peux pas, ça m'énerve, mais je sais pas pourquoi. Et un jour, je me suis dit, mais c'est génial en fait ce qu'ils font parce que là, il est super en colère, il a juste besoin de venir 2 minutes sur mes genoux, faire un câlin, pleurer tout ce qu'il peut pleurer et après, voilà, c'est fini, je retourne jouer. Et nous, ça dure des jours, des semaines, des mois, des années. En fait, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont trouvé, ils savent comment ils ont le processus naturel. C'est-à-dire que la bonne nouvelle pour toi, c'est que maintenant tu as entendu comment ça marche, donc tu n'as plus qu'à réapprendre à faire ce que les enfants font. Eux, ils savent déjà faire. Nous sommes ignorants de la nature. Ils ont besoin de notre sécurité. Ils ont besoin qu'on soit sécurisant pour eux. Et nous, on a besoin d'être sécurisant pour nous guérir, le cas échéant, de ce qu'on n'a pas subi. Enfin, de ce qu'on a subi, de ce qu'on a manqué. On a besoin de se guérir pour pouvoir les accompagner au mieux. Oui, du coup, pour témoigner de tout le processus, en voyant ça, ça a débloqué quelque chose. Je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et je me suis autorisée à le faire avec des personnes proches de moi, à pleurer comme un enfant, avec tout le bruit, Et puis, à partir de là, maintenant, j'ai plus aucun problème à les voir pleurer, à les prendre dans mes bras.
C'est-à-dire que tu as par toi-même retrouvé le processus naturel. Vous avez vu, là, j'ai eu peur, mais j'aurais pu montrer une tristesse. Alors quand c'est de très grosses charges, il y a des larmes qui peuvent venir, mais on ne reste pas pendant des jours. Comme on est conscient de l'émotion, elle se transforme tout de suite. Ça prend quelques instants. Et j'ai vu des gens avoir des gros paquets de trucs horribles. Ça monte, il y a les larmes qui viennent, pouf, c'est transformé. Mais c'est une transformation définitive, c'est pas du refoulement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation psycho-organique. Le fait d'accepter, de ressentir et de laisser le corps vivre ça, bah, ça se guérit naturellement puisque c'est le processus biologique que nous avons en nous. Donc ton témoignage pour ça est intéressant parce que tu l'as retrouvé spontanément. Tu vois. Face à l'adversité de ce que tu faisais, tu étais obligé de trouver une solution. D'autres questions ou d'autres remarques ? Ce type d'accompagnement psychocorporel que vous faites ça également avec des enfants ou uniquement avec des adultes ? Alors, les enfants, souvent, n'ont pas besoin de mon aide. Ils ont plutôt besoin que j'aide les parents. Voilà. Il y a des cas... Oui, vu comme ça, bien évidemment, il y a des si cas, l'enfant est porteur des symptômes, voilà. mal. Il y a des cas où je suis intervenu pour des enfants qui avaient failli... qui ont échappé à des viols ou des abus. Donc là, je suis intervenu parce que... Alors, ça va très vite. C'est un garçon qui a failli être abusé par quelqu'un de sa famille. Et il a crié « Non, attends, mais quand même, quoi. » C'était déjà traumatique. Donc là, simplement, il m'a raconté ce qu'il vivait. Puis chaque fois, on faisait par étapes. Puis chaque fois, je voyais son émotion. Je disais, vas-y, laisse-toi respirer, laisse faire. Et lui, ça tremblait. Mais alors, le corps avait peur. Il revivait sa scène et il tremblait tout de suite. Il n'y avait aucune difficulté pour un enfant à transmuter. Simplement, je lui permettais de réparer tout de suite un traumatisme qui avait eu lieu peut-être un an avant. Il n'a pas gardé comme moi 15 ans. Voilà. Dans ces cas-là, oui, j'interviens. Mais comme tu le fais, ou comme on le fait normalement quand on prend un enfant dans les bras et qu'on lui permet de pleurer. C'était la même chose. Simplement, j'étais un témoin, comme dit Alice Miller, j'étais un témoin lucide. Je lui permettais de voir que ce qu'il avait subi était injuste. J'étais son avocat. Je témoignais qu'il avait été abusé, blessé, et je le soutenais pour qu'il puisse revivre son émotion. Donc un enfant, quand il vient me voir, je suis son avocat. Et je lui permets de parler. Après, c'est de la médiation avec les parents, plus souvent. Mais souvent, pour moi, les enfants sont névrosés de leurs parents. Très certainement, bien entendu. Ou ont des névroses qui viennent de l'accouchement. J'en ai aussi, là c'est difficile parce que il y a des fois, ça peut venir de la naissance. Ils peuvent avoir des blocages, mais souvent les enfants, en les laissant jouer, en les laissant faire ce qu'ils ont envie, ils vont se réparer progressivement. C'est parce qu'on rajoute des couches de contraintes qu'ils ne sont pas entendus, donc ça réveille leur souffrance de leur passé. Si on leur laisse la possibilité de parler, de vivre, d'expliquer ce qui se passe, je pense que leurs traumatismes infantiles vont peut-être petit à petit se réduire et se transformer. Mais j'ai pas d'expérience spécifique avec des enfants. J'ai pas expérimenté de leur guérir de traumatismes de naissance, par exemple. Parce que je trouve qu'ils sont déjà, même s'ils ont des traumatismes de naissance ou infantiles, ils sont déjà souvent très spontanés. Ils n'ont pas l'inhibition dans le cerveau qui est établie, donc ils vivent leurs émotions. Eux, il n'y a pas de problème. Ils ont juste à apprendre à sentir qu'ils peuvent les vivre et apprendre progressivement à avoir l'émotion, mais pas le refoulement. Je ne sais pas si je suis clair. Parce que nous, ce qu'on apprend aux enfants, c'est à refouler l'émotion, globalement. Et ce qui serait intéressant pour changer l'humanité, c'est d'avoir l'émotion consciente et pas identifiée. On sent qu'on a une émotion et c'est pas grave. On peut avoir le timbre de la voix qui change, on peut sentir qu'on est en colère, c'est pas grave. Et c'est ce qu'on fait quand on accueille la colère d'un enfant. Et l'accueillir, c'est pas le laisser tout taper, c'est lui demander qu'est-ce qui se passe, c'est discuter avec lui. C'est le considérer comme un être à part entière à qui on parle. J'ai donné l'exemple, tu vois, de comment on parle aux enfants exprès. Oui. Alors je voulais parler un petit peu sur un problème que je rencontre avec une amie qui a des grands soucis pour gérer ses émotions. Et les premières années où on se rencontrait, tout allait bien parce qu'elle avait fait, comme tout le monde l'avait dit, de ne pas montrer ses émotions. Donc pour moi, tout allait bien. Et finalement, avec le temps, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte qu'elle avait des gros problèmes émotionnels. Et j'ai eu un grand moment où j'ai failli la quitter. Fait que vraiment ne plus vouloir un contact avec elle parce que elle ressentait les émotions que je ne connaissais pas. Pour moi, elle changeait de personne. Alors qu'en fait, elle était déjà elle-même à ce moment-là. Et je me suis retrouvé souvent dans la situation à ne pas savoir quoi faire quand elle ressentait ses émotions, pas savoir comment la rassurer. Souvent, j'étais muet à côté à attendre de voir ce qui se passe. Je n'arrivais pas à réussir à la rassurer. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'elle vit des émotions comme si elle avait 3 ans.
C'est exactement ça. Et si tu connais le processus, il y a Amélie qui est tout au fond, vous pourrez discuter avec elle, elle a eu une expérience comme ça avec l'honneur, moi ça m'arrive régulièrement. Le processus naturel, vous le faites déjà, il y a plein de gens qui le font sans savoir qu'ils font un processus naturel. C'est-à-dire qu'on laisse la personne, on lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, et le fait de discuter et de parler, elle va vivre son émotion. En parlant, en ayant conscience. Si elle est identifiée, c'est là où ça demande, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des crises de panique, donc là ça demande un peu de savoir-faire. Ou des grandes angoisses. Bon. Mais globalement, le processus naturel, tout le monde l'a, simplement il est inhibé. Donc il ne s'agit pas, moi le terme de gestion des émotions, je l'ai enlevé, on ne gère pas les émotions, on les vit, on les transforme, on n'est pas dans un truc administratif où il y a le case A, la case B, non, on laisse les émotions se dérouler naturellement, on leur fait confiance. Donc là c'est un apprentissage, tu vois, sur toi-même déjà comment tu fais toi avec tes propres émotions, puis ensuite naturellement tu trouveras les mots et tu sauras comment l'accompagner parce que tu n'auras pas peur de son émotion. Tu lui expliqueras à la limite ce que je t'ai expliqué là. Tu dis tu veux expérimenter, tu veux tester, vas-y, on le fait. C'est souvent qu'en fait, quand elle vit ça, c'est souvent elle a effectivement des grandes crises de panique, des grandes crises d'angoisse, ou même elle se cogne, elle va se taper la tête sur un mur. C'est-à-dire qu'elle revit plein de trucs de son passé sans en avoir conscience, elle est complètement identifiée. Donc là, pour moi, les stratégies, dans ce cas, c'est expliquer comment marchent les émotions, qu'elle ait connaissance de ce que tu es en train d'écouter là, qu'elle regarde des vidéos, des textes, qu'elle se renseigne sur ce qu'elle vit quand elle a des émotions, et qu'au moment où elle en est une, elle puisse mettre le processus en place. Après, soit toi, la compagne, ça la sécurise, mais en réalité, elle a besoin de sa propre sécurité, de s'autoriser à être consciente qu'elle a une émotion, mais pas de s'y adonner, pas de partir dans le défoulement, c'est-à-dire taper, crier, etc. Mais ça, c'est l'apprentissage, c'est vraiment un réapprentissage. Oui, ok. Vas-y. Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par identifier? Oui. Parce que j'ai cru comprendre, mais Alors, oui, donc c'est une question très importante qui m'est souvent posée. Quand on est identifié, c'est qu'on est pris par l'émotion et on perd conscience de ce qui se passe en soi et à l'extérieur. C'est la colère où on voit rouge et on n'est plus capable de penser. On revient dans le passé. Et dans ces cas-là, quand on est en colère, on dit n'importe quoi et on pense n'importe quoi. Parce qu'on pense comme quand on avait 3 ou 4 ans, mais c'est plus du tout en rapport avec le sujet. Donc l'émotion nous prend, on est suractivé et on va pleurer, on va être dépressif pendant des jours ou des semaines. Donc on est pris par l'émotion, on se croit l'émotion. On ne se rappelle pas qu'on a une autre partie de nous, une sorte de conscience supérieure, de partie de nous qui est capable d'observer ça et qui est la partie saine. C'est comme si la partie névrosée, blessée, prenait le dessus et prenait les commandes, dit bon maintenant c'est moi qui fais ce que je veux. Mais c'est qu'une partie blessée de notre histoire. Tu veux dire qu'on s'identifie à cette émotion qui en fait est liée à notre passé. C'est ça. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est est-ce qu'il faut tout mettre en lien avec un traumatisme du passé? Parce que vous parliez dans l'introduction un peu de la société, de la manière dont on est éduqué, le fait de devoir entrer dans des cases, des normes, etc. Et est-ce que c'est pas aussi tout simplement ça, à un moment, je veux dire, pour certains d'entre nous, j'ai du mal à me dire... C'est les deux, oui, c'est les deux. Il y a des choses qui nous réactivent. Je sais pas, moi si je prends mon exemple du nucléaire, le nucléaire me réactive, je suis en colère, ma colère elle est saine. Si vous êtes pro-nucléaire, on en discute, je vais vous donner des arguments. Et parce que je suis en colère, j'ai réfléchi, j'ai lu, et j'ai pas... peut-être qu'elle se réactive sur quelque chose du passé, mais je sens que ma colère est saine, elle ne m'empêche pas de penser et d'agir. Mais par contre, je ne vais pas aller tuer des gens au nom de mes idéaux. Je vais agir, soutenir mes copains militants, enfin, tu vois, je vais réfléchir. Donc, bien évidemment, face à un monde complètement chaotique et qui part dans tous les sens, on est réactivé. On est activé et réactivé, c'est toujours les deux. Simplement, est-ce que ça inhibe notre capacité à penser de manière à la fois intuitive et rationnelle ou logique? C'est ça qui est à vérifier. Moi, je suis constamment, et j'invite pour moi, la colère dans le monde tel qu'il est une émotion normale, je veux dire. Ou la dépression, ou la tristesse. Des fois, je suis complètement effondré, mais les humains, ils sont fous, ils veulent s'autodétruire, ça va plus. Quand je lis l'article sur la fin des oiseaux, ça me met à la fois dans une émotion de tristesse très profonde, qui vient peut-être de mon passé, sauf que si je suis suractivé, identifié à elle pendant des jours, je ne vais rien faire. Je dis, autant mourir, puisque les humains veulent mourir. Mais peut-être qu'il y a l'espoir qu'on change les choses. Et je me dis que tant qu'on est vivant, peut-être qu'on pourra arriver collectivement à trouver une solution. Peut-être qu'il faut qu'on aille très loin dans l'autodestruction pour avoir un sursaut et réagir. Donc, c'est pour ça. C'est avec cette énergie-là, mon mélange de colère, je prends mon exemple, qui est uniquement illustratif. Le mélange de colère-tristesse, ça me donne envie, avec Stéphanie, de faire un forum. Tu vois, pour qu'on puisse diffuser des informations, qu'on se retrouve, qu'on réfléchisse.
Mais je suis animé par une profonde colère, une saine colère. Et je ne suis pas prêt à la lâcher. Je suis prêt à la transmuter, mais pour réfléchir de manière juste. Si je suis animé par ma colère et que me brûle, je vais me cramer, je vais tomber malade, ou je vais plus rien faire, ou je vais vouloir tout casser, tout détruire. Moi, c'est pas la solution que j'ai envie de choisir. Par contre, j'ai envie de transformer les choses, de permettre aux gens de se retrouver, d'agir, etc. Donc c'est à analyser, tu vois, en fonction d'une situation, qu'est-ce qui est réactivé. Donc peut-être que je suis réactivé par les situations d'injustice parce que ça me rappelle l'injustice, les injustices de mon enfance. Et c'est là où je bute un peu, c'est sur le réactiver. N'y a-t-il pas à un moment juste la simple activation, c'est-à-dire que parce que là vous faites beaucoup référence au vécu, au passé. Oui, mais parce que c'est ce que j'observe chez les gens que j'accompagne, beaucoup, et qu'on est dans une culture aujourd'hui très comportementaliste qui nie l'inconscient. Je suis très critique sur la psychanalyse, mais n'empêche que l'apport de Freud à l'humanité est fondamental. Et que le comportementalisme mal appliqué ou pris que comme un dogme est très religieux et nous dit il n'y a rien dans l'inconscient, il faut changer nos comportements en appliquant telle et telle méthode. Et aujourd'hui, ça dépend des milieux, mais globalement, moi c'est ce que j'entends. Et je vois des gens qui viennent en appliquant des méthodes comportementalistes sur eux-mêmes, ça ne marche pas. Et à partir du moment où ils trouvent les charges du passé, ils sont plus réactivés, ils sont recentrés immédiatement. C'est très rapide. Alors ça demande, selon chacun, plus ou moins d'exploration du passé. Mais le fait que les mécanismes biologiques de l'humain font qu'on est réactivé par des choses du passé, par l'inconscient. Plus ou moins, ça dépend. Il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup. Moi, j'en ai plus que d'autres. Il y en a qui en ont beaucoup plus que moi. Mais ça dépend de chacun. Mais c'est pour contrebalancer, si tu veux, un mouvement aujourd'hui qui va beaucoup dans la négation de l'origine dans le passé. Alice Miller est très claire. Hein, mais Alice Miller est morte il y a 10 ans. Elle est un peu connue. Je la prends elle comme exemple, mais il y en a plein. Janoff, qui le connaît aujourd'hui. Il y a eu tout un mouvement de la thérapie, de la psychothérapie dans les années 70, 80, 90. Moi j'ai connu plutôt la fin, qui était vraiment dans la recherche des causes inconscientes et dans cette transformation-là. Aujourd'hui c'est plus le cas. On est dans une psychologie plus comportementaliste, où on n'a pas envie d'aller chercher dans l'inconscient. Donc j'ai tendance, tu vois, à plutôt dire, allez voir, quoi, ne négligez pas cet aspect-là. Oui. Deux questions en fait. La première, déjà merci pour le témoignage parce que je me retrouve dans ce processus. La vie m'a amené à l'expérimenter il y a 1 an et demi à peu près. Et ces fameuses phases d'accueil, laisser la place et puis transcender, transmuter, on utilisera des mots qu'on veut. Mais moi je me demandais en fait à l'époque, moi je suis allé les chercher. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait cette démarche d'aller les chercher en moi. Je ne les ai pas accueillis au moment où elles venaient, j'allais les chercher à un moment donné, tous les mois. Enfin, pendant 1 mois, tous les soirs, je m'y mettais. Alors ma question est, là-dessus, si on veut conseiller les autres, au-delà de son ressenti, avec votre expérience professionnelle, qu'est-ce que vous conseillez? D'aller les chercher ou de les accueillir quand elles viennent au moment présent? Ça, c'était... Je vais faire une réponse de bourguignon, de normand, c'est les deux. C'est-à-dire que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui viennent me voir en séance, on va les chercher de manière proactive, puis quand ça arrive, on s'en occupe. Moi, j'accueille des gens qui viennent me voir pour les chercher. Là, vous allez aller les chercher. L'exercice de chimie, ça suppose que vous ayez envie de trouver quelque chose. Parce qu'elle remonte. Enfin, c'est juste un verrou intérieur. C'est décider de dire, tiens, j'accepte de sentir ce qui se passe en moi et de ouvrir. Oui, tiens, j'ai des choses qui ne sont pas résolues. Et c'est pas en avoir peur. Le verrou, il est très bien fait. C'est-à-dire que le verrou est très puissant. On ouvre ce qu'on est capable de recevoir. Si on ouvrait le verrou complètement de l'inconscient, on est tous en hôpital psychiatrique. Parce que ça serait trop d'un coup. On n'arriverait pas à laisser le corps suivre. On aurait trop d'informations, trop de choses. Donc c'est les deux. Et la deuxième question? La deuxième question qui est un peu plus mentale. Vous avez parlé de psyché, vous avez parlé d'inconscient. Puis avec vos connaissances, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire rapidement, est-ce qu'il y a une différence entre psyché et inconscient et le subconscient là-dedans? Ouais, okay. L'inconscient en cours, parce qu'en résumé, hein, excusez d'être succinct et caricatural, mais en gros l'inconscient sont toutes les parts de nous refoulées qui justement nous échappent, et il y en a un gros paquet, puisque sinon ça ne serait pas inconscient, plus ou moins chargé en fonction des traumas qu'on a. Et puis souvent on a des... Je ne vais pas rentrer dans les distinctions entre subconscient et inconscient parce que c'est souvent assez proche. Il y a la partie consciente, qui est celle qui pense, qui raisonne, qui a conscience d'être ce que je suis, etc.
Puis moi j'en ajoute une, c'est Yann aussi l'ajoute, Yann Thibault l'ajoute dans l'écologie intérieure, c'est la partie supraconsciente. La partie qui pose une question métaphysique. Qu'est-ce que moi j'ai vu mourir le jour où j'ai vu quelqu'un mourir en rêve? Qu'est-ce que c'était que le truc qui partait? Qui va questionner toutes les questions métaphysiques. Est-ce que l'âme existe, etc. Voilà. Donc avec ces 3 données-là, moi je jongle avec ces trois aspects-là. Je ne sais pas si je réponds assez avec précision. La psyché alors La psyché, c'est l'ensemble du fonctionnement humain. C'est l'ensemble de ce qui fait nos processus mentaux, émotionnels, qui font qu'on est capable de penser, de discuter, etc. Tous ces fonctionnements-là. Et dans la psyché, il y a une partie qui est inconsciente, avec le langage non verbal, plein de trucs. Oui. Vous parliez là dans la réponse précédente d'un verrou qui est bien fait, mais lors de l'exercice que vous nous proposez, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'on déverrouille quelque chose et que ça... J'espère que vous allez le déverrouiller, sinon il n'y a pas d'exercice. Trop d'investigation, c'est pas fait. Voilà, justement, et vous en parliez aussi dans la conférence tout à l'heure, le fait de... Ma réponse, c'est une réponse typiquement à une peur. Donc il faudrait travailler sur la peur. Donc, dans l'exercice, posez-vous la question, pourquoi j'ai peur de laisser venir quelque chose? Donc il y a une peur, certainement, dans l'enfance, de s'autoriser à avoir des émotions un peu trop fortes. C'est ce que j'observe chez les gens que j'accompagne. Les gens qui ont peur de faire venir une émotion, ah ok, t'as peur d'avoir une émotion? Alors hop, on ressent la peur, on laisse venir la peur, et puis souvent le souvenir revient, puis c'est réglé. Après on n'a plus peur d'avoir une émotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherche à revivre ou vivre cette émotion, ça se produit comme ça s'est produit pour vous tout à l'heure, c'est-à-dire que ça aboutit toujours vers quelque chose de positif. Il n'y a pas un risque que ça fasse cet effet boule de neige ou la peur, elle est là. Mon enseignement vise à ce que on apprenne à ne pas être pris et identifié par la boule de neige. Parce que c'est ça la peur, mais la peur vient du passé à nouveau. La peur d'être pris par la boule de neige, c'est quelque chose qui s'est acquis à un moment donné dans l'enfance. Donc vous ferez l'exercice, commencez par cette peur d'avoir une émotion. J'ai peur d'avoir une émotion. Et alors vous laissez venir l'émotion, puis vous demandez d'où ça vient. Alors la chose extraordinaire, c'est que quand on sent l'émotion et qu'on la laisse exister, et qu'on se demande d'où ça vient, on a la réponse. On a immédiatement, quasiment tout le temps, on peut avoir la réponse de l'origine dans le passé. L'émotion nous donne accès au passé. Et il n'y a pas besoin d'hypnose, il n'y a pas besoin de... Il suffit de sentir l'émotion, de vraiment la ressentir, et on a l'origine. C'est comme ça que j'ai des personnes qui revivent leur naissance ou des moments traumatiques de leur enfance, ou qui se rappellent d'abus. Ils ne se rappelaient plus qu'ils avaient été abusés, puis tout d'un coup ça revient. C'est pas des souvenirs reconstruits, c'est parce qu'ils ressentent une émotion qui est liée, je sais pas, la personne c'était avec son chef ou avec je sais plus qui. Hop, elle sent l'émotion, on avance, on creuse de plus en plus, elle ressent de plus en plus d'émotions, elle en guérit une partie. Puis tout d'un coup, elle se rappelle qu'elle a été abusée. Mais c'est un chemin qui part du corps, de la sensation, de ce qu'on ressent, et puis progressivement, on retrouve la mémoire. Voilà. Donc là, l'expérience que vous allez faire, vous allez la faire en binôme, pour vous rassurer, et puis moi je vais passer, puis il y a 2 assistants qui sont experts dans le domaine, il y a Amélie qui est derrière, si tu veux, là, et Oriane, je ne sais pas où elle est, voilà, lève-toi si tu veux bien qu'on t'identifie, voilà. Elles sont des spécialistes de cette question-là, puisque même si ça fait pas longtemps qu'elles ont intégré et compris le processus, elles l'ont pratiqué. Donc la question, c'est pas d'avoir que des connaissances théoriques, elles ont compris comment ça marchait, et elles ont accompagné déjà plein de gens. Ça répond à ta question. C'est-à-dire que l'intérêt de la chimie émotionnelle, c'est que c'est contaminant. Dès que vous savez faire, vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre. Alors si c'est complexe, vous le renvoyez vers quelqu'un comme moi, plus expert, mais vous pouvez très vite apprendre à n'importe qui à le faire. Puisque c'est un processus naturel. C'est comme la permaculture, il suffit de comprendre comment ça marche, puis il n'y a plus qu'à. Voilà, je vais faire l'analogie, est-ce qu'il y a un risque à faire un jardin en permaculture? Ben non, il n'y en a pas. Au pire, il y aura des herbes folles un peu partout la première année, puis ça va se réguler. Là, c'est pareil. Si je vous propose l'exercice, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas de grand risque. J'ai vu des gens avoir des émotions des fois spectaculaires, ça dure quelques instants. En 2 minutes, c'est réglé. Mais 2 minutes, c'est quoi? C'est pas grand-chose, il suffit juste de se rassurer, tout va bien, laisse-le respirer, laisse ton corps faire. Lui, c'est lâche prise. Voilà. Il suffit de rassurer la personne. Souvent, on touche. Par exemple, mettre une main sur l'épaule. Voilà, c'est bon, c'est fait. Parce que c'était un manque du passé. Donc cette expérience de chimie, elle est vraiment, elle est pour moi sans risque. Puis moi, je suis là, je vais regarder les binômes se faire. Et puis il y a des tas de gens qui, dans l'assistance, ont expérimenté, soit spontanément, soit avec moi. Il y en a plein qui sont là. Il y a Catherine qui connaît, Charlotte connaît, Stéphanie connaît aussi. Donc vous pouvez aller les voir en binôme. C'est notre drogue.
On va trouver une autre. Bah, c'est pas une drogue, mais c'est un processus naturel. Donc une fois qu'on a compris, on n'a pas envie de s'en priver, quoi. C'est difficile. Après, on n'est pas bien quand on le vit pas, parce qu'on sent qu'on est crispé et qu'on est de travers. Donc on aime mieux notre état naturel, qui est d'être centré, de penser de manière intelligente tout le temps, plutôt que de penser de manière névrotique. Ah ben voilà, c'est le signal. Donc ce que je vous propose, c'est de vous répartir par binôme. Donc je vous rappelle le protocole le protocole pour retrouver le processus et le mettre en œuvre. Vous allez vous mettre en binôme, il y en a un qui va explorer. Donc c'est simple, comment est-ce qu'il fait? Il pense à une situation récente où il a une émotion. Donc ça c'est pratique, hein. Vous prenez un truc, quelque chose qui vous a énervé ou qui vous a rendu triste il y a quelques heures, ça active, c'est frais. Hein, vous pensez à un truc qui s'est passé il y a quelques jours, hop, ou il y a 10 minutes, vous étiez énervé, l'émotion est encore fraîche, vous la ressentez et vous la laissez se dérouler. Vous laissez le processus se faire, comme j'ai dit. Et la personne accompagne, laisse faire, rassure, regarde ce qui se passe. Voilà. Il n'y a presque rien à faire, hein. Il y a juste à être là. Hein. L'accompagnement ne demande pas grand-chose. Puis vous laissez votre respiration se faire, vous n'intervenez pas, vous ne faites pas des pranayamas ou des machins, rien du tout, vous ne respirez pas dans le ventre, vous laissez faire votre corps, il sait faire, vous n'intervenez pas. Vous vous mettez le plus confortable possible et vous y allez, ça se fera tout seul. Vous allongez là si vous avez envie. Et puis après vous inversez. Oui. J'aurais quand même juste besoin de précision, c'est-à-dire que quand on sent cette émotion, forcément comme vous le disiez, elle se traduit par des tensions, par des réactions physiques. C'est juste pour savoir comment est-ce qu'on peut le faire au mieux, c'est-à-dire c'est d'être attentif justement à comment le corps réagit. Oui. Parce que du coup on peut se dire ah mais ça vient d'où, on peut partir dans le mental. Mais non mais on peut, tu peux te demander d'où ça vient, mais tu continues, tu peux te demander d'où ça vient, observer ce qui se passe, et tu laisses faire. Tu observes ce qui se passe en toi, tu laisses faire, et en même temps tu te demandes d'où ça vient. Le plus grand risque que vous allez rencontrer, c'est qu'il ne se passe rien parce que vous bloquez. Mais c'est pas un risque, c'est juste dommage. Mais c'est pas grave, c'est une expérience. Une expérience, des fois on met les ingrédients et puis ça marche pas comme on voudrait. Mais c'est pas grave, c'est ça l'expérience. Donc ne vous inquiétez pas s'il se passe rien. Souvent on observe des blocages, il n'y a rien qui se passe. Si vous avez accès à l'émotion que ça transmute, c'est cool, super, vous allez être très content, vous allez être complètement, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir détendu et à votre place. Si vous sentez un blocage, c'est parce qu'aujourd'hui c'est pas le moment, vous ne vous sentez pas en confiance, et puis vous pourrez essayer. Je me rappelle un stage que je faisais à Toulouse où il y avait un jeune garçon, il bloquait, ça refoulait, alors pendant 1 heure j'essayais de l'aider à ressentir, machin, mais toute sa culture l'avait appris à contrôler ses émotions. Et puis à un moment, je dis, écoute, là je peux pas, j'y arrive pas, je sais pas comment t'aider plus. Et il l'a fait tout seul dans la nuit. Le matin il était transformé, c'était un autre homme, parce qu'il avait touché à des charges et il avait enfin pu vivre ce processus. Voilà. Donc intériorisez-vous, sentez ce qui se passe, rappelez-vous une situation de votre passé récente ou ancienne et laissez le processus se faire. Et puis sentez que votre corps se détend et qu'il n'y a pas de difficulté. Et que vous risquez rien. Puis celui qui est à côté regarde, observe et rassure du mieux qu'il peut la personne. Et si ça bloque et si c'est difficile, vous nous appelez. Ma plus grande crainte n'est pas que vous ayez des fortes émotions, ma plus grande crainte, mais ça n'en est pas une, c'est qu'il ne se passe rien. Et que vous ayez l'impression que ça ne marche pas et que j'ai raconté que des bobards. Donc c'est des blocages. Dans ce cas-là, on fait face à des blocages et c'est pas grave. Dans ce cas-là, il faut un cadre peut-être plus sécure ou reprendre. Mais ça, vous l'avez le processus, vous l'avez déjà vécu. Tout le monde l'a déjà vécu enfant. Donc vous risquez rien, à part... non, vous risquez vraiment rien. La seule chose, c'est vous demander si vous avez envie de faire l'expérience de chimie psychique maintenant. Voilà. Moi, je vous y invite parce que je trouve ça marrant, puis ça fait du bien et que ça permet de comprendre comment ça marche. Voilà. On est quand même 3 à pouvoir vous accompagner. Ça vous tente? Vous avez envie? Ouais. Voilà, prenez-vous les sofas, installez-vous et allez-y.